Ce que je vois, c'est qu'il y a un nouveau commerce qui prend place à travers le monde. C'est la liste des utilisateurs des paradis fiscaux. Ça pourrait être rentable de faire affaire là-dedans. Monsieur Deneau, vous avez dit que, il va y avoir des réactions. Sûrement que les paradis fiscaux qui s'auto-concurrencent, hein, c'est un commerce, ça aussi, d'être un paradis fiscal, d'être un marché financier créatif. On pense au Delaware, au Halifax. C'est des plaques qui sont pas très loin, là. Ils se laisseront pas faire, manifestement. S'ils ont utilisé un commerce très lucratif pendant de milliers, beaucoup d'années, il y a un phénomène de défense, il y a un phénomène de contre-attaque. Est-ce que vous pensez que le Canada, on le voit bien, là, il signe des accords, mais il les ratifie pas. Il y a comme une espèce de slack dans la poulie, excusez l'expression. Est-ce que le Canada ne devient pas, à toute fin utile, le paradis des utilisateurs de paradis fiscaux? Est-ce que la transaction qui a amené la Banque Scotia, dont le siège social est à Halifax, by the way, d'acheter de BNP Paribas les filiales qu'elles avaient à Panama, Grand Caïman et Bahamas, est-ce que vous voyez pas là l'utilisation du Canada comme étant le paradis des utilisateurs de paradis fiscaux? Je ne pointerai pas le Canada spécifiquement. Il reste que la plupart des pays qui aujourd'hui se présentent sur les tribunes internationales comme étant des adversaires des paradis fiscaux ont souvent une part de responsabilité dans leur existence, en tout cas historique. Et moi, la seule chose que j'aimerais pointer ici, d'un point de vue fondamental, étant donné qu'on bat beaucoup de temps là, s'il s'agit de penser le problème des paradis fiscaux, c'est de cesser de considérer qu'il y aurait une sorte de face-à-face pur entre de vaillants États de droit honnêtes et de méchants paradis fiscaux. Historiquement, les paradis fiscaux sont la création des États de droit. Les dépendances britanniques, les îles Marshall, par exemple, qui sont une création des États-Unis, le Delaware, la City de Londres, ainsi de suite, ne sont pas à penser sur un mode dialectique, où il y aurait d'une part les bons et les méchants. Et si on pense le problème dans les termes mêmes comme étant un effort qu'on doit faire pour lutter contre quelque chose qui serait étranger, on fait fausse route. Il faut commencer par voir quelle est la responsabilité du Canada par rapport à ce traité de double imposition, par rapport à la Barbade, qui est en fait un traité de double non-imposition, si on regarde les choses franchement, là, et ainsi de suite, quoi. Et c'est là où il y a une question de responsabilité qui est en jeu. Sur ça, justement, est-ce que vous ne croyez pas, puis je voudrais me poser la question à Mme Alpin, que la demande d'information, de la façon dont vous le voyez, vous dites d'être des boîtes aux lettres. On se souvient tous, en tout cas de ce côté-ci, de la chambre du témoignage de Mme Bergevin de l'Agence de revenus du Canada. Et vous semblez nous proposer des solutions relativement faciles à mettre en place, qui ne sont pas mises en place, sauf peut-être à l'exception de la loi sur les banques qui oblige les banques à charte à divulguer leurs opérations. Alors, si c'est bon pour Pitou, ça serait bon pour Minou. Est-ce que vous pensez qu'est-ce qui empêche le Canada de faire ça? Est-ce que c'est pas juste la volonté politique qui n'y est pas? Non, c'est pas même si moi, j'étais présentement premier ministre du Canada, je pourrais, même avec toute ma bonne volonté, probablement que je pourrais pas le faire parce que ça prend un consensus international pour arriver à de telles pratiques dans les paradis fiscaux. On veut pas avoir une divulgation des informations bancaires au Canada, on veut l'avoir dans les paradis fiscaux. Donc, ça prend, c'est quelque chose qui doit se négocier en accord au sein de l'OCDE. C'est quelque chose qui doit se faire, une discussion qui doit se faire au niveau international. Donc, le Canada, ce qu'il peut faire, c'est attirer l'attention sur cette problématique-là, constamment. Insister sur l'importance d'améliorer les normes de transparence dans les paradis fiscaux, moi, je dirais pas que c'est un manque de volonté politique de la part du gouvernement canadien. Je pointerai pas du doigt sur ce point précis-là le gouvernement canadien. Vous passez bien le POC à M. Owen au niveau de l'OCDE. Vous dites, il y a 600 accords de renseignement et on en signe à bouche que veux-tu. Mais en même temps, il semble qu'un pays qui en a signé une douzaine
sort de cette espèce de liste de avant, c'était les corporate bombs, maintenant, c'est les paradis fiscaux. Donc, il suffit d'en avoir une douzaine. Est-ce que c'est pas trop peu, d'une part? Et d'autre part, il y a comme une espèce de système en disant, si vous signez un accord de renseignement interpays, ben là, on donne la franchise d'impôt pour les utilisateurs de ces pays-là. Et il me semble qu'aujourd'hui, avec toutes les facilités de communication que nous avons, avec toutes les facilités de renseignement que nous avons, il me semble que c'est de plus en plus facile d'obtenir du renseignement. Est-ce que vous ne trouvez pas que l'analyse coût-bénéfice, là, de signe un accord de renseignement et je vais faire en sorte que mes entreprises qui utilisent ces ex-paradis fiscaux-là ne soit pas imposé. J'ai l'impression que le prix à payer est beaucoup trop fort pour obtenir des renseignements qui, dans le fond, sont après coup et dont on a une certaine difficulté. Le nom, adresse, numéro de téléphone et la période et le nom de la banque, ça semble être un peu béotien comme renseignement. Monsieur Owen. Yes, perhaps I can make a comment on that. I mean, yeah, as I said earlier, this is a good investment. I mean, look at the United Kingdom. £4 million they're putting into better offshore compliance, and they expect a yield of $7 billion. Yeah, that's a pretty good return. So I think the cost-benefit analysis of exchange agreements comes out very much in favour of having these agreements and implementing them. Second comment is there's been a lot of discussion this afternoon on tax havens. I think we need to be clear what we are talking about. To me and for the OECD, a tax haven is a jurisdiction that either has zero tax or very low tax and has bank secrecy, lacks transparency, badly regulated. Yeah? And of those criteria, the key is bank secrecy. Yeah? You can't get information. I mean, in Panama, you couldn't get information out of. Barbados, you couldn't get information. That has now changed. Yeah? And I think for us, the next step, in fact, is moving beyond these agreements, getting these reviews out of the way, getting them completed, and identifying what more do these tax havens have to do. As I said, we completed 18 reviews. Barbados got a thumbs down. Yeah? Botswana got a thumbs down. Panama got a thumbs down. And of those 8 reviews, we identified 64 recommendations for improvement, yes? So I think, yes, it may not go as fast as you would like, but there is real progress that's being made here. And perhaps one other comment, I think an earlier speaker, was confusing things. You know, there's a difference between evading taxes and using tax incentives that governments put in, yeah? If a country wants to offer tax incentives, and Canada does that, like almost all OECD countries, that's a sovereign right. We have nothing against that. If a country that condones or facilitates tax evasion, that's something I think that is not acceptable, and this is what the OECD has been fighting about.